Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les agents intelligents. Alors, le but de cette vidéo est de vous montrer le cœur du réacteur, ce qui fait réellement que on est capable de dire que on a pu mettre sur pied un agent intelligent. Concrètement, l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter. Alors, ça vient d'une anecdote. Il y a de cela 2 mois, dans le groupe dans lequel je travaille, dans un grand groupe français dont je tairai le nom, évidemment, on a été auditionné pour la compréhension de notre agent intelligent, comment cela fonctionne. Et donc, j'ai été amené à expliquer ce que je m'apprête à vous expliquer ici. Donc, pour celles et ceux qui veulent réellement, véritablement se lancer dans l'IA et qui veulent comprendre comment fonctionne un agent intelligent, c'est l'occasion d'écouter cette vidéo. Donc, likez, abonnez-vous et partagez, bien évidemment, c'est pour le référencement de la chaîne. Enfin bref, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire. Donc, entrons dans le vif du sujet. Alors, si vous voulez vraiment aussi enfin, ça va être aussi l'occasion de prendre les conseils tout autour de ce qu'il faudrait faire en réalité, lorsque l'on veut vraiment travailler dans le secteur de l'IA. Parce qu'au quotidien, c'est bien beau de voir des présentations vidéo, de regarder des use cases, mais derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de code, de débugage, il y a beaucoup de plein d'autres aspects que vous ne voyez pas et que en tant que concepteur, en tant que créateur, en tant que expert dans le domaine, si vous n'êtes pas patient au quotidien, vous n'allez pas être capable de créer fondamentalement un agent intelligent. Parce que vous voyez bien là, alors pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous voyez bien en même temps mon écran. Donc je passe des heures, des journées à regarder ce qui se passe au sein de regarder le code de tout ce qui se passe au cœur de mon agent intelligent au sein du code réellement. Et donc, je dois communiquer de manière perpétuelle, de manière continuelle avec la machine, fournir du contexte à la machine pour corriger les éventuels bugs et tout le reste. Donc ça, c'est juste pour vous dire que si vous n'avez pas la patience, l'esprit curieux ou l'esprit joyeux de comprendre comment fonctionnent techniquement certaines problématiques, vous n'allez pas être capable d'arriver jusqu'au bout parce qu'il y a énormément de travail derrière dont on ne vous dit pas. Alors, comment fonctionne un agent intelligent? C'est toute la question. Alors, je j'aime pas ce mot-là parce que j'estime que c'est quand même un peu assez prétentieux, mais disons que j'ai beaucoup d'expérience sur Anthropic avec Claude Code et je suis quasiment spécialisé expert là-dessus. Donc, je maîtrise quasiment, aujourd'hui, je peux dire, au vu du projet dont je vous présenterai la finalité tout à la fin ici, et je vous montrerai la démo avec la comparaison versus ChatGPT pour voir à quel point ce que je suis en train de vous dire est extrêmement puissant. Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que je suis quasiment aujourd'hui ce qu'on peut appeler un expert dans le développement des agents intelligents avec Claude Code, mais cela peut également être réplicable avec d'autres agents de coding tels que QSOR, etc., ou d'autres agents de type un open source, par exemple, si vous utilisez de l'open source, open code et tout le reste. Mais retenez que aujourd'hui, l'idée centrale euh, est de mettre sur pied un agent intelligent. Donc, considérez que on vous appelle dans un projet de grande envergure, on vous demande de développer un agent intelligent et peu importe votre profil, mais dans tous les cas, il y a l'aspect fondamental de comprendre comment fonctionne un agent intelligent. Dans cet aspect fondamental de comprendre comment fonctionne un agent intelligent, il y a un élément dans cette vidéo que je voudrais que vous reteniez, c'est l'orchestration vis-à-vis de Anthropic, vis-à-vis de Claude Code, vis-à-vis de comment Anthropic facilite et met sur pied à disposition des développeurs, des concepteurs, un modèle assez fiable, assez compréhensible et assez intelligent pour rapidement développer votre agent intelligent dans votre secteur de métier bien compris. C'est ça, aujourd'hui, le rôle d'Anthropic. Quand on regarde le combat entre Anthropic et OpenAI, cela s'apparente un tout petit peu au combat entre Pepsi et Coca-Cola
qui a été vraiment un combat très très riche, surtout pour la concurrence et pour le client au final. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment dans la comparaison, dans cette équivalence entre Anthropic et OpenAI. Et donc, s'il faut mettre sur pied de votre côté un agent intelligent dans votre secteur d'activité, il faudrait comprendre cette boucle ici que je vous montre entre votre code en fait et le modèle anthropique. C'est très très important et très très essentiel d'établir ceci déjà comme base de référentiel, comme base de départ. Première chose, c'est que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas et confondent surtout, c'est de croire que l'IA raisonne comme les humains. Donc, c'est-à-dire que l'IA est capable de comprendre tout ce dont les humains renvoient ou envoient comme prompt. Ça, c'est déjà une confusion très énorme qui crée la différence dans votre approche, si c'est le cas pour vous, dans votre approche de très mal commencer avec la mise sur pied des agents intelligents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas exactement comme ça. C'est même pas, ça ne se rapproche même pas dans ce modèle-là. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les agents intelligents. Les agents intelligents spécialisés dans le cœur de métier fonctionnent selon une approche d'orchestration. Retenez ce mot, orchestration, orchestré. Et plus vous êtes capable de comprendre ce mot-là dans le sens profond d'orchestrer les événements, ce qu'on va appeler les événements, dans votre code, vous allez avoir un agent intelligent plus ou moins intelligent. Donc, si l'orchestration est bien faite, vous allez avoir évidemment un agent intelligent, enfin un agent, j'ai déjà révélé la réponse, qui va donner l'impression à l'utilisateur d'être véritablement intelligent. C'est ça le cœur de la mise sur pied et de la compréhension des agents intelligents. Première chose, pour vous décrire rapidement le cycle de réponse lorsqu'un utilisateur pose sa question sur son interface. Première chose qui se passe, c'est que ici, vous avez votre code. Votre code contient, donc c'est tout simplement, vous voyez là, tous vos fichiers écrits, donc le backend, d'accord, Claude, par exemple, ici que j'utilise, le nom du projet, les tests que j'ai pu faire, les scripts, les applications, toutes les outils que j'utilise dans mon code. Outils de base de données, API, etc., etc., etc. D'accord? Et même aussi une partie de mon interface front-end et du MCP que je peux utiliser. Donc, vous avez tout ceci qui fait partie de votre code. Donc, lorsque l'utilisateur pose sa question ici, se retrouve à l'intérieur de ce code-là l'orchestrateur. Donc, l'orchestrateur, comme je disais, qui va arbitrer les outils qui vont exécuter la requête de l'utilisateur. D'accord? C'est la première des choses qu'il faudrait comprendre. Est-ce que devrait contenir votre code si vous faites les choses de manière très bien ordonnée? D'accord? Vous pouvez également poser la question à Claude Code de vous ordonner votre code. Mais toujours est-il que c'est à vous d'effectuer cette action-là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qu'il va falloir établir premièrement un système prompt avec l'ensemble des outils qui vont, comme je disais, exécuter les requêtes, les requests des utilisateurs, de vos utilisateurs. Vous allez maintenant passer ce système-là, l'exposer au modèle d'Anthropic, à Claude Code, d'accord, et à toute l'infrastructure que Anthropic met à votre disposition. C'est très essentiel. Donc, c'est premièrement, je récapitule parce qu'avant de continuer, il faudrait m'assurer que vous avez bien retenu ceci. Vous avez votre code, c'est ici le cœur de l'activité de votre agent intelligent, de ce qui va être considéré comme votre agent intelligent. Dans ce code-là contient l'ensemble des fichiers que je vous ai montrés précédemment et les outils nécessaires dans l'arbitrage de comment l'orchestration va s'effectuer au sein de votre code. Vous allez maintenant exposer cela au modèle agentique, au modèle agentique de Anthropic
via Claude. Et c'est donc cette exposition-là qui va permettre à la fois à votre code, d'accord, à votre système back-end, d'arbitrer, de dire à l'utilisateur, pour cette requête que tu m'envoies, elle correspond plutôt, grâce à l'orchestrateur, à l'usage, à l'utilisation de tel outil, au singulier ou au pluriel. D'accord? On peut utiliser plusieurs outils selon la complexité de la requête de l'utilisateur, exécuter plusieurs outils ou un seul outil. Mais en priorité, c'est le modèle côté anthropique. Comme je disais, Anthropic aujourd'hui est dans une optique de faciliter la conception des agents intelligents. Et dans cette facilité-là, Anthropic met sur pied auprès des développeurs, auprès des concepteurs, une infrastructure assez flexible pour vous permettre de mieux, de votre côté également, de mieux orchestrer votre code. Donc, ici, l'infrastructure, le modèle côté Anthropic, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui, ayant connaissance de l'exposition de tout le système prompt que vous l'avez fourni et des outils en question, le rôle, vous avez défini le rôle de chaque outil, c'est le modèle Anthropic qui va décider que, en fonction de la complexité de la requête de l'utilisateur, bah moi, pour apporter une réponse à l'utilisateur, il me faut exécuter l'outil A, l'outil B ou l'outil C, etc. Mais ce n'est pas le modèle côté anthropique qui va exécuter cela à votre place parce que lui, il n'en a pas connaissance de votre outil. Il n'a pas le cœur de description entier de votre outil, mais il a simplement le résumé général de ce que fait un outil. D'accord? Mais la description totale et entière, justement, parce que c'est votre code, en fait, ça reste de votre côté, dans votre back-end, parce que c'est de votre responsabilité. C'est ce que l'on appelle justement la boucle agentic, parce que là, cette fois-ci, maintenant, la boucle totale se résume à une orchestration bien ordonnée. L'utilisateur pose sa question, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que Anthropic, ici, le modèle, donc ici au point 2, le modèle va dire, bah, ok, l'utilisateur, il demande une démarche locale, par exemple, d'accord? Le modèle va constater que il me faut, par exemple, la commune. Je vous expliquerai, c'est lié par rapport à mon projet vis-à-vis de la comparaison avec ChatGPT. Donc, comprenez que ici, le modèle va se dire, ici, moi, j'ai besoin de l'outil qui me permet de trouver la commune qui se trouve dans la requête de l'utilisateur. Mais ce n'est pas l'outil qui va aller calculer ou aller chercher cette commune-là. C'est votre code ici, la manière dont vous avez codé vos paramètres, votre configuration, c'est l'ensemble de ces outils-là qui vont résoudre la recherche d'une commune. Mais le modèle, lui, ayant connaissance du fait que vous avez un système prompt et des outils, et parmi ces outils-là, il y a un outil qui permet, lorsque l'utilisateur pose une question basée sur la recherche d'une commune, bah, de trouver la commune en question. Donc l'outil va renvoyer à votre code, en fait, moi j'ai besoin de l'outil qui me permet de résoudre la recherche d'une commune. C'est ce qui se passe ici. Donc c'est le renvoi du message de la requête à votre code, en fait. Et ensuite, votre code, en fait, va récupérer cette requête qui est venue de la part du modèle anthropique, d'accord, de Claude Code. Vous, si vous avez fait bien le travail, l'outil maintenant ici va être exécuté parce que, comme je disais, il y a une question d'arbitrage. Et l'arbitrage ici également, donc, va s'exécuter. L'outil en question va résoudre le problème. Donc ici, par exemple, pour l'utilisateur, la résolution, c'est que la commune, donc c'est Lyon, et le code INSEE, code postal 69 123. Le département, c'est Rhône. Et ensuite, maintenant, puisque le résultat, donc ça, c'est l'exécution du résultat du côté de votre code. Et une fois cela effectué, bah, il va falloir renvoyer cette donnée au modèle anthropique. Vous voyez que ce n'est pas le modèle anthropique qui a calculé le fait que Lyon
La commune Lyon avait pour code l'INSEE 69123 et se situe dans le département Rhône. Non. Anthropic n'est pas là pour gérer ce genre de situation, ce genre de use case. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ce serait quasiment impossible. Vous imaginez la complexité, l'entropie derrière le calcul de ce genre de situation, compte tenu en fait, des données à gérer au niveau des utilisateurs. Donc, c'est pas possible déjà. Mais d'un point de vue également orchestration, ce n'est pas la bonne méthode à effectuer. Donc, c'est votre code en fait, c'est à votre code en fait de gérer ce genre de situation. Et maintenant, le résultat va être renvoyé au modèle. Donc ici, le modèle va récupérer l'ensemble de ces résultats ici, d'accord? Donc on va renvoyer grâce à notre code en fait le résultat au modèle. Et à la fin, le modèle maintenant va produire une réponse, renvoyer une réponse finale à la fin à l'utilisateur sur son interface. Voilà la boucle agentique, comment votre code en fait fonctionne avec le modèle que Anthropic vous met à disposition. Mais c'est à vous de gérer l'orchestration, la symbiose avec le SDK, le Software Development Kit que Anthropic vous met à disposition. Pour vous simplifier encore la tâche, alors, j'ai résumé tout ceci dans une architecture très bien faite. Donc, l'utilisateur ici, quand il pose sa question, vous avez la première couche layer qui est donc ici est la couche de l'orchestrateur avec la boucle agentic. Vous avez votre système prompt, d'accord. Bon, tout ce qui est cache, etc. Ça vient après, d'accord, parce qu'il faut enregistrer les requêtes ou les réponses envoyées par les utilisateurs. Le modèle LLM que vous utilisez, c'est très essentiel selon la puissance ou la difficulté d'interprétation de votre use case, d'accord? Est-ce que vous utilisez Opus, Sonnet, etc. Enfin bref, le routeur également, ça fait partie justement de la décision de quel outil utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dit que pour telle requête, je dois utiliser tel outil, etc. Tout ceci, c'est géré par l'orchestrateur. Pour des requêtes très simples, lorsque l'utilisateur pose une requête très simple, bah, le modèle ici est capable d'analyser rapidement cette requête-là et de fournir une réponse rapide. Donc, ça se passe rapidement ici avec cette flèche, en fait. La réponse ici est rapidement renvoyée, sourcée, etc. Maintenant, lorsqu'il y a des requêtes qui vont demander, requérir l'appel de plusieurs outils, bah, il faut maintenant que dans vos outils, que vous ayez bien documenté les outils, d'accord? Vous pouvez utiliser pour certains, lorsqu'il y a de la documentation de manière très grande, euh, le système RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. Vous avez également tout ce qui est donc dans le RAG, évidemment, il faudrait que vous ayez un modèle d'embedding voilà, très bien élaboré. La manière dont vous allez effectuer vos chunks, vous découpez vos morceaux de documents, d'accord, pour que vous puissiez les encapsuler dans des vecteurs d'embedding, et bien sûr les indexer dans une base de données vectorielle. Tout ceci, c'est pour rendre le modèle plus intelligent, pour rendre la recherche également plus facile. Et c'est votre code, en fait, qui va gérer tout ceci. Vous pouvez également rajouter du MCP, d'accord, le modèle Context Protocol. C'est cette partie, en fait, évidemment, qui va aller exécuter les bons outils plus rapidement en fonction de votre cas métier. Donc, une fois ceci fait, vous avez l'architecture également ici. Donc, vous pouvez avoir des API également aussi, qui est très intéressant lorsqu'il s'agit de communiquer rapidement pour une donnée précise dans une base de données, dans un corpus très bien documenté. Les API, c'est ça. Voilà. Là, on va directement au cœur de la donnée. Donc, en fonction de la difficulté ou de la complexité de votre système, des outils, vous pouvez en mettre autant. Hein. Mais tout simplement, c'est la documentation des outils et le bon compartiment de la recherche de données qui en font qu'au final, on a un modèle agentique beaucoup plus
intelligent. Et chaque outil, lorsque chaque outil est exécuté, il renvoie le résultat de son exécution, donc de sa sortie à l'orchestrateur qui va, bien sûr, prendre cela en compte et au fur et à mesure qu'on aura le résultat de chaque outil, à la fin, on aura donc la somme des résultats de chaque outil et c'est cette somme-là, plus le système prompt, donc les 2 qui vont décider de la réponse finale que l'on donnera à l'utilisateur. Le reste, c'est, la gestion. Par exemple, quand un utilisateur se connecte en live et envoie une requête, il obtient une réponse. L'utilisateur ferme sa session dans 2 ou 3 jours, je ne sais pas, ou dans 6 mois, et cetera. La question de la mémoire à gérer, donc de la persistance des données, c'est comment derrière vous allez gérer tout ce contexte-là, parce qu'il faudrait rendre la donnée plus intelligente. Donc l'utilisateur, si vous a déjà donné une information à X plus T, à T plus T2, bah, l'utilisateur voudrait, d'un point de vue humain, s'attendre à ce que votre système produise une sortie intelligente, donc se souvient quelque part en termes de mémoire, est-ce qu'il avait pu entrer dès le départ. Et bah, tout cela, c'est la question de la gestion de la mémoire, du contexte Windows, de voilà, tout ce qui est vraiment gestion de la manière dont vous allez orchestrer l'historique de l'utilisateur. Nous sommes limités en termes de capacité de stockage, donc vous allez devoir implémenter des processus de gestion de mémoire. Par exemple, je vous donne un exemple très bien concret. Il n'est pas bon de stocker toute l'historique, voilà, d'un utilisateur, mais de stocker, par exemple, le résumé historique d'un utilisateur. Parce que dans le résumé, évidemment, donc si l'utilisateur dépasse une certaine fenêtre de contexte, il faudrait résumer l'ensemble de son travail et donc de pouvoir inférer sur ce résumé-là pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus intelligent. Parce qu'au quotidien, les gens utilisent l'IA, et donc les IA pour tout et n'importe quoi. Parfois, il y a certaines questions dont les gens ne reviendront jamais là-dessus. Donc, il faudrait résumer plutôt les éléments les plus essentiels ou les éléments les plus récurrents. Voilà déjà une stratégie qui vous permet de réduire, on va dire, l'espace mémoire au sein de votre infrastructure pour les utilisateurs. Donc, c'est très essentiel à comprendre et à mettre en œuvre. Autre chose également dont je pourrais vous parler, puisque là, je survole un peu, mais c'est aussi le modèle d'embedding que vous utilisez. Donc, le modèle ici d'embedding, c'est, par exemple, toutes les questions que les utilisateurs posent. Par exemple, un utilisateur qui pose cette question, comment toucher l'aide au logement à Paris, par exemple, d'accord? La plupart des modèles de conversion, de transformation de texte en, en vecteur numérique sont des modèles embedding entraînés sur de l'anglais, sur de la langue anglaise, d'accord? Donc, comprendre déjà que en termes de sémantique, le français et l'anglais, bon, voilà, c'est pas la même langue. Ça vous permet déjà de bien différencier ou de bien faire le choix entre les modèles qu'il faudrait choisir. Bien sûr, il y a énormément de choix là d'ailleurs, mais la plupart du temps, les modèles les plus puissants sont entraînés sur de l'anglais. Et donc, si votre cas, vos use cases, ce sont la plupart du temps des documents en français ou des documents administratifs, ce serait mieux, d'autant plus si c'est des documents contractuels, vaudrait mieux prendre des modèles qui ont quand même été, en plus, été entraînés dans la langue anglaise, mais en plus été entraînés dans la langue française pour au moins comprendre la subtilité de langage entre le français et l'anglais. Et aussi, il y a la question de la performance, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, alors depuis ChatGPT 4 ou 5, je ne sais plus, la taille des vecteurs est déjà quasiment de l'ordre de plus de 10 000 vecteurs, de 10 000 pardon, dimensions. Donc, un vecteur aujourd'hui, par exemple, vous avez des vecteurs extrêmement denses qui sont capables d'encapsuler une phrase ou un segment de mots en plus de 10 000 dimensions.
Donc, ce qui en fait une richesse assez énorme pour comprendre la richesse documentaire. Mais comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, ce sont des vecteurs embedding entraînés sur de l'anglais. Et en français également, bien sûr que vous allez avoir une performance quand même assez accrue, mais toujours est-il que vis-à-vis de l'anglais, il y aura une petite différence, une petite baisse de performance. Donc, ce choix-là est extrêmement important. Et si vous avez des compétences également, peut-être ce serait mieux, en fonction de votre cas métier spécialisé, vous vaudrait mieux entraîner vos propres vecteurs sur vos propres cas métiers. Donc, on revient à quoi? On revient au machine learning, à l'apprentissage automatique. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la plupart du temps, c'est assez suffisant dans les cas que l'on a au quotidien d'utiliser des modèles du marché, d'accord, les modèles que Anthropic nous met à disposition. Et c'est d'ailleurs pourquoi, justement, Anthropic vous dit que vous n'avez pas à gérer, justement, toute cette partie d'entraînement de modèles, de comprendre exactement comment les calculs de recherche sémantique entre vecteurs et index se font. Tout cet aspect, en fait, technique qui se trouve au cœur de la gestion de la recherche de collusion, d'accord, entre deux vecteurs ou plusieurs vecteurs. Toute cette partie-là, Anthropic ou OpenAI, euh, vous facilite les choses et vous dit en fait, pour vous, entreprises ou concepteurs ou développeurs, vous n'avez pas à gérer ce côté-là, cet aspect-là. Nous gérons cet aspect-là pour vous. Tout ce dont vous avez à faire, c'est de savoir ordonner, orchestrer votre code, en fait, votre code, les aspects de votre code et, et l'exposition à notre modèle. Alors, ça pose aussi des questions de gouvernance, des questions également de qui contrôle quoi, parce que vous voyez bien que dans cette orchestration-là, bah, le modèle, puisque le modèle contrôle, on va dire, quoi décider à quel moment, bah, cet aspect-là, quelque part, c'est une perte de souveraineté. Si demain, je voudrais changer, par exemple, de modèle et passer chez un modèle concurrent, parce que ça demanderait à revoir l'ensemble de la structure de cette boucle-là, qui est extrêmement complexe pour remplacer le modèle que j'utilise par un autre modèle. Donc, il y a une question de parasite, en fait, ou quelque part, en quelque sorte, une fois que vous utilisez, par exemple, donc ici, Claude Code, demain, alors, donc, côté Anthropic, si vous allez installer dans tous les modèles Opus, Sonnet, etc., si demain il faudrait les changer, les modifier, et installer par exemple du Mistral ou Gemini, j'en sais rien, bah, ça va vous redemander de refactoriser votre code et de tout revoir quand même sur la partie agentique. Et ça, c'est un développement supplémentaire. Parce que si vous êtes quand même à un stade avancé de votre agent intelligent et que votre agent intelligent produit des réponses assez riches et variées, bah, il y a la crainte que en changeant, en modifiant, en remplaçant le modèle que vous utilisez actuellement par un autre, il y a la crainte de perdre évidemment, enfin, de perdre en fait la qualité de votre code en fait, donc de tomber dans une forme de régression. C'est d'où l'importance de décider dès le départ de quel outil je vais utiliser. Bon, à l'actuel, Anthropic est quand même beaucoup plus en avance par rapport à ses concurrents à ce niveau-là. Mais il faut avoir tout cela en tête, tous ces aspects-là dans la compréhension des agents intelligents. Alors, maintenant, je pense que je vais vous montrer une vidéo exemple pour vous décrire comment est-ce que cela se manifeste et se matérialise sur une interface donnée. D'accord? Alors, il faut, bon, le reste des principes ici de conception, alors la granularité, donc tout ce qui est, par exemple, action atomique, c'est-à-dire, par exemple, euh, quand on interroge en fait une base officielle, ce dont je suis en train de faire, de concevoir, il faut en fait mettre en place ce que je vous décrivais, un outil responsable de la résolution des différentes questions
ou request que les utilisateurs posent ou qu'un utilisateur sera amené à poser. Bon, tout le reste, c'est un peu alors, c'est de la littérature technique, hein, je vous avoue, hein. C'est aussi pourquoi je n'essaye pas trop de vous perdre dans des détails trop techniques, mais de vous donner uniquement l'essentiel. La question de la performance, j'en ai parlé, pardon. Alors, lapsus révélateur, d'accord. Il y a ce qu'on appelle également dans la boucle agentique le parallélisme en fait. C'est-à-dire ici, c'est l'action de paralléliser les outils qui se trouvent au sein de votre code en fait. C'est très important. Pourquoi? Pour une question de latence, donc de rapidité, mais également, évidemment, de consommation. Parce que à chaque fois que vous utilisez donc, à chaque fois que vous faites appel au modèle, vous consommez des tokens, évidemment. Et si la question de l'utilisateur est une question très complexe, le fait de ne pas paralléliser les outils, ça va faire que vous aurez une boucle séquentielle. Donc, l'utilisateur, il pose sa question ici, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que le premier outil, donc imaginons, on a 10 outils dans notre code, en fait. Si vous ne parallélisez pas une partie, parce que tout n'est pas parallélisable, en fait, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et ce n'est d'ailleurs pas conseillé de tout paralléliser, parce que ça voudrait dire quelque part, votre code n'est pas assez optimisé. Mais disons que si vous ne faites pas cette action de paralléliser votre outil, votre code, en fait, vous allez vous retrouver dans quelque chose de séquentiel dans le sens où l'utilisateur, lorsqu'il va poser sa question, bah, le modèle va voir que dans son exposition, pour résoudre telle question posée par l'utilisateur, bah, j'ai besoin de 5 outils. OK? Mais comme ce n'est pas parallélisé, bah, le modèle va d'abord vous demander de fournir le résultat de l'outil 1 et renvoie ici à votre code. Votre code ici va travailler, va exécuter le code, la partie du script qui permet d'exécuter l'outil 1, d'accord? Il va ensuite, une fois le résultat obtenu, renvoyer le résultat au modèle en disant, hey, tu m'as demandé d'exécuter l'outil 1, voici, après exécution, le résultat de cet outil. Maintenant, le modèle va dire, bah ok, puisque tu viens de résoudre le résultat de l'outil 1, enfin, de me donner me fournir le résultat de l'outil 1, bah, je n'ai pas terminé parce qu'il me faut également le résultat de l'outil 2. Même chose, il renvoie la requête au code backend. Donne-moi également, de la même manière comme tu l'as pu faire, le résultat de l'outil 2. Votre code exécute le script, voilà, lié à l'outil 2. Dans toute cette exécution-là, il y a la consommation token, prompt, consommation base de données, latence, d'accord? Faut avoir ça en tête. Bon, si tout se passe bien, bah, votre code également renvoie le résultat de l'outil 2. Donc maintenant ici, au niveau du modèle, on a le résultat de l'outil 1 et le résultat de l'outil 2. Mais je vous ai dit que vous n'avez pas paralysé vos outils. Donc le modèle, il n'en a pas terminé, puisque lui, il faut que les 5 outils soient exécutés. Donc il faut encore 3 outils, 3 résultats d'outils à exécuter. L'outil 3, 4 et 5. Bah, il va redemander la même chose à votre code et voilà la boucle séquentielle qui va se passer. Ça, c'est si vous n'avez pas parallélисé votre code. Maintenant, imaginons que vous ayez parallélисé votre code en fait. Donc, pour la même requête de l'utilisateur, le modèle parallélisme en fait que, bah, au lieu de demander au modèle d'exécuter chaque outil de manière séquentielle, bah, je vais demander au modèle, enfin, je vais exposer la question au modèle de décider quels sont les outils dont je peux en une seule fois exécuter le script. Donc, ici maintenant, ce qui va se passer, c'est que le modèle, une fois ayant pris connaissance de la question de l'utilisateur, va se dire, bah, pour cette requête-ci,
en une seule fois, et c'est ce qui est très bien fait, hein, je dois demander au back-end d'exécuter à la fois le résultat de l'outil 1, 2, 3, 4 et 5 par exemple. OK? Pourquoi? Parce que l'ensemble d'exécution de ces 5 outils-là, donc ces 5 outils ne sont pas dépendants. Je peux demander au code en fait de les exécuter chacun dans le coin. Donc il n'y a pas justement ici une question de dépendance, ce qui fait que justement le résultat de l'outil 1, 2, 3, 4, 5, ces résultats-là sont complémentaires à la réponse, à la réponse de l'utilisateur. C'est ça l'avantage de paralléliser en fait vos outils. Et avec ça, vous gagnez en termes de performance. D'accord? L'utilisateur n'est pas là en train d'attendre en fait sur son interface de manière très longue en fait la réponse à sa question. Il voit tout de suite en fait l'agent intelligent en train de travailler et d'exécuter rapidement votre requête. Donc ça c'est un pattern très essentiel dans la mise en place des agents intelligents. Bon, maintenant, je vous montre cette fois-ci ce que je suis en train de faire et le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, vous avez la primauté là de la présentation de l'outil. La question fondamentale, c'est l'indexation de toutes les données françaises. Mettre en place un agent intelligent basé sur les données françaises, notamment sur les démarches administratives françaises. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, nous avons la plateforme DataGouv, par exemple, qui est une plateforme qui regroupe les données publiques françaises. Ici, vous avez quasiment donc, plus de 74 000 jeux de données et plus de 389 000 fichiers. Bref, vous avez, quelles que soient les thématiques sur les données françaises, vous avez énormément de jeux de données. Et également, évidemment, avec tous les process que l'on voit bien en France lorsqu'il faut faire une démarche administrative, lorsque vous allez par exemple des services de mairie, à la préfecture, enfin bref, quelles que soient les démarches, France Travail, enfin voilà, avant Pôle emploi. Donc l'utilisateur aujourd'hui, on va dire le citoyen français lambda, se retrouve avec des fichiers, des documents CFA à remplir, comment par exemple changer son immatriculation, refaire sa pièce d'identité. Bref, quelle que soit la démarche à faire ou à communiquer auprès des services de l'État, il y a une documentation, il y a des jeux de données qui sont produits, il y a des données, évidemment, grâce à la plateforme DataGouv, mais également tout ce qui est paperasse administrative à gérer. Et bah maintenant, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que, et là, vous avez la primauté, je suis le seul qui a été capable pour l'instant, je n'ai pas terminé, mais je vous montre déjà ce qui va arriver sur le marché prochainement. Un agent intelligent capable d'être en mesure d'aider le citoyen sur toutes les données qui concernent la France. Donc, ça peut aller, par exemple, sur le fait de rechercher le prix de l'immobilier, par exemple, dans telle rue, dans tel département, dans telle commune en France. Et quand je dis rechercher de la donnée, ce n'est pas au sens où l'utilisateur aujourd'hui va poser la question à ChatGPT et avoir sa réponse. Je vous dis en quoi est-ce que cela est différent d'un ChatGPT. Donc, les données françaises, sur quel que soit, à partir du principe que, à partir du moment où vous devez aujourd'hui faire une démarche à la mairie ou auprès d'un service, quel que soit le nom du service compétent de la République, de l'État, à partir du principe que mon système est plus intelligent, mon agent intelligent est plus performant, est plus efficace et justement plus intéressant que ChatGPT. Pourquoi? Parce que ce que ChatGPT fait, c'est de la recherche web. ChatGPT fait, c'est ce qu'on appelle le search web, d'accord? Donc, dans la boucle agentique que je vous présentais, il ne faut faire la distinction claire entre, pour certaines questions,
le search web, la recherche web, parce qu'aujourd'hui, Google, ayant énormément de pages sur Internet, ayant référencé, ayant indexé plein de pages, aujourd'hui, Google, en tant que moteur de recherche, et grâce au LLM, à l'entraînement des LLM, de modèles d'embedding, ChatGPT aujourd'hui a été capable de rapidement indexer ces données-là et donc de retrouver en termes de sémantique rapidement, fait le lien entre la question de l'utilisateur et tel corpus de texte qui se trouve sur Internet. Ça, c'est de la recherche web. Maintenant, il faut différencier cela, la recherche classique web, avec la recherche dans un dataset officiel. Le dataset officiel, c'est par exemple ici, donc sur la plateforme DataGouv, où vous avez toutes les données publiques françaises, donc c'est à destination du public, vous pouvez utiliser de manière efficace, tout en respectant évidemment la charte et tout le reste, enfin bref. Et par exemple, si on prend ici, donc le dataset, en France, par exemple, si vous voulez connaître le prix de l'immobilier, il faut connaître, ou en tout cas prendre les données provenant du dataset DVF, d'accord? Pour connaître le prix de l'immobilier, c'est le dataset DVF qu'il faudra utiliser. Et ça, ces données-là sont mises à jour, je crois, tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Donc DVF, on va prendre ça. Voilà, le fichier des demandes de valeur foncière. Donc c'est un fichier en termes de qualité de métadonnées. Voilà, c'est très bien renseigné, d'accord. Et si vous avez l'ensemble des fichiers correspondants, si vous faudrait inspecter, par exemple, dans les 6 mois qui sont, les 5 ans passés, l'ensemble des appartements et maisons qui ont été vendus en France. Bref. ChatGPT, si vous posez la question à ChatGPT, par exemple, quel est le prix de l'immobilier à Paris, ChatGPT va faire une recherche au web, mais mon agent intelligent va utiliser plutôt les fichiers de l'État, parce que ce sont des fichiers qui font acte de la vente d'une maison ou d'un appartement en France sur le territoire français. C'est beaucoup plus précis que ce qui se passe sur Internet, sur la recherche web, ou même si parfois sur des sites immobiliers, des sites d'annonces, vous allez avoir de la documentation, mais toujours est-il qu'en termes de points de recherche de la donnée, on n'est pas au même endroit. Et en utilisant mon agent intelligent, vous êtes sûr d'avoir une donnée beaucoup plus précise. Je vous montre ici la démonstration, justement, avec ce cas d'exemple. Alors, on va prendre une question très simple, d'accord? Vous allez voir en direct, hein. Donc ici, vous avez ChatGPT. Alors, on va poser la question, tout simplement, quel est le prix de l'immobilier alors, je vais prendre une ville quand même un peu rare, dans, alors, un département, quel est le prix de l'immobilier en Nantes? Voilà, d'accord? On va prendre ça. Dans une commune de Nantes. Voilà, on va un peu complexifier. Dans une. Ok. Donc, je vais prendre cette question, d'accord? Quel est le prix de l'immobilier dans une commune de Nantes? Voilà, je crois que peut-être Nantes, c'est déjà une commune. Enfin bref, vous allez voir réellement ce que ChatGPT va faire pour répondre à cette question. Ce qu'il est obligé de faire, parce qu'il n'a pas connaissance des données que je viens de vous donner, il va faire de la recherche web, comme je vous expliquais. Ok, on va lancer. Donc, alors, vous avez vu? Donc, il fait de la recherche web. Nantes est beaucoup plus accessible que Paris, mais il y a aussi de très gros écarts entre les communes de la métropole et les quartiers de Nantes, d'accord? Aujourd'hui, le marché nantais s'est nettement corrigé après la forte hausse de 2018-2022. On est globalement sur, donc,
pour les appartements, etc. OK. Vous voyez donc, il fait de la recherche web, il vous l'affichez avant de répondre et aussi il me renvoie vers des liens, des pages, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Google, en tant que moteur de recherche et ChatGPT ayant son modèle GPT, le modèle des transformers, entraîné sur de vastes corpus de données, ne peut que faire de la recherche web pour indexer ces pages-là et récupérer des corpus de texte liés à ma demande. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez cette production des réponses. OK? Même si c'est bien documenté, bien écrit, pas de souci, mais toujours est-il que la donnée ne peut provenir que de cette recherche web. Si la recherche web n'est pas mise à jour ou ancienne, par exemple, donc si ce site-ci, d'accord, Fontsiris là, si ce site n'est pas à jour, bah, vous voyez bien que cette donnée-ci, l'utilisateur n'aura pas la bonne information sur ton interface. Donc, c'est ce que ChatGPT fait et il vous l'affiche sur votre écran. Maintenant, on va prendre, donc voilà, à peu près, vous voyez, je parcours ici avec vous la réponse fournie par ChatGPT. Donc, globalement, le résumé sur des appartements, on est entre ce prix-là et pour des maisons, et entre 4000 et 4400 euros le mètre carré. Posons cette fois-ci la même question à mon agent intelligent que je suis en train de développer, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, qui est basé sur de la donnée française en temps réel, d'accord? Clairement, ici, voici maintenant ce qui va se passer. Donc, je vais prendre cette question-là. Ici, je vais copier-coller, hop, poser là. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est que mon agent va consulter d'abord toute la base de données publiques françaises, DataGouv là, donc déjà. Alors, il y a une chose en plus. Donc, je raisonne également en forme d'agentique. Puisque ma question a été posée, quel est le prix des immobiliers dans une commune de Nantes? Dans une commune de Nantes, en tant qu'agent intelligent, bah, puisqu'il est intelligent, il faut qu'il me pose une question de demande plus précise. Voulez-vous les prix pour la ville de Nantes elle-même ou pour une commune spécifique de la métropole nantaise, Saint-Herblain, Rézé, etc. ou Saint-Nazaire? Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même comportement qu'un ChatGPT. Et c'est fait exprès parce que tout ceci, j'ai codé et orchestré tout ceci dans mon backend, dans mon code en fait, ici. D'accord? Donc, première chose, donc l'idée étant d'accompagner l'utilisateur au plus précis de sa requête. Prenons par exemple, pour faire la comparaison, le comparatif véritable avec ChatGPT, puisque ChatGPT m'a dit, donc globalement pour Nantes, on est dans ces eaux-là. Je vais prendre la ville de Nantes de manière entière, d'accord, enfin, ouais, toute la métropole nantaise comparée quartier par quartier, ok, pour vous montrer à quel point c'est beaucoup plus précis qu'un ChatGPT. Hop, donc, et donc j'apporte une précision supplémentaire. La recherche, donc c'est ici, ce que vous avez vu, c'était la question renvoyée au modèle anthropique qui m'a recommandé, bah, moi j'ai besoin de telle information. Et maintenant, exécute cette information, le fait que tu demandes une commune précise pour Nantes. C'est ce qui est maintenant en train de se passer ici, là. Donc le plan, il vient de me dresser le plan. Il va résoudre en fait d'un point de vue et de géographie, donc l'INSEE, donc le code de Nantes, d'aller rechercher le fichier de demande de valeur foncière de 2024. D'accord, ici, ce fichier, ici, 2024, ici, valeur foncière, donc qui a été documenté en 2024, mais qui a été mis à jour en 2026 sur euh, la plateforme DataGouv officielle où se trouvent les appartements et maisons vendus en France. La donnée est beaucoup plus factuelle. Donc, il va récupérer ce fichier-là. Bah, il est déjà en train de faire, il a terminé. Voilà, d'accord. Là, il est en train de synthétiser l'ensemble des informations récupérées dans ce fichier. Hop. Ensuite, il vérifie, il fait un récapitulatif, il compile les résultats et puis me fournit une lecture. Regardons maintenant la différence. Vous voyez? Ce qu'il a fait, il m'a produit un plan qu'il a exécuté pas à pas et il s'est assuré qu'il a exécuté
l'ensemble de sous-étapes de ce plan-là. Il est allé récupérer ce fichier des valeurs foncières de 2024, d'accord? Il a, si il fallait le faire à la main, de votre côté, il faudrait télécharger ce fichier. Il est assez lourd, hein. Vous voyez bien ici, on a 62 mégaoctets. Donc, il faudrait récupérer ce fichier. Ensuite, alors peut-être que je pourrais vous montrer à quoi il ressemble. Là, vous allez voir, c'est quand même assez moche parce qu'il faudrait le retravailler. Alors, télécharger. Bon, je vais le supprimer après, évidemment, parce que c'est quand même assez lourd. Vous allez voir à quoi cela ressemble. C'est un fichier texte qui a des lignes en fait où il faudrait les retravailler, les transformer parce que voilà, d'accord. Vous voyez bien, vous avez ici tout un ensemble d'identifiants. Ce sont les noms de colonnes en fait. Vous avez le nombre, la commune, le code du département. En fait, tout le descriptif notarial de qu'est-ce que est une vente en fait. D'accord? Une maison, un appartement, est-ce qu'il y a des dépendances, etc., etc. Bref. Donc, vous voyez bien que c'est assez illisible, en fait. D'accord? Et il y a des millions voire des milliers de transactions pour uniquement une période donnée. Et s'il faudrait faire le travail par vous-même, il faudrait que vous puissiez classer ces résultats de manière ordonnée. Enfin bref, c'est assez fastidieux. Ce que mon agent y fait, il vous le fait de manière très simple et très, très limpide, en fait. C'est de récupérer le dataset, d'aller chercher dans ce dataset-là, quelles sont les données qui correspondent à la ville de Nantes, à la commune de Nantes que j'ai sélectionné. Parce que dans ce fichier, vous avez toutes les villes de France, hein, toutes les communes de France, d'accord? Et les adresses également. Donc, quand une maison est vendue, forcément, dans le compromis de vente, il y a l'adresse et l'endroit précis du bien, d'accord? Et mon agent intelligent est capable d'effectuer tout ce travail-là à votre place. Il récupère donc la commune, d'accord? Vous voyez, ici, il fait des envois de requêtes, l'interrogation de données, d'accord? Il récupère toutes les couches d'identifiants du fichier. Donc, vous voyez, ressources ID, c'est ce que vous avez ici, hein, ici, il faudra télécharger les métadonnées, d'accord? Les identifiants, etc. Vous voyez bien là, remarquez, valeur foncière 2024, l'identifiant, d'accord? Ici, vous avez la même chose. Preuve à l'appui que le système est beaucoup plus précis qu'un ChatGPT. On va chercher la donnée où est-ce qu'elle se trouve. Pour ce cas, pour la requête de l'utilisateur, puisque c'est une donnée évidemment qui est publique. Donc, apporter une réponse à l'utilisateur, il faudrait aller dans la précision et pas uniquement s'arrêter à une recherche web telle que ChatGPT le fait. Ensuite, donc, il y a le travail, donc la transformation supplémentaire sur des données à appliquer, d'accord? La surface réelle du bâti, quelles données récupérer, fait des regroupements de données. Tous ces événements-là sont apportés sont effectués par l'outil derrière. Ce n'est pas à vous de le faire. Et après ceci effectué, l'outil résume en disant excellent, j'ai les données brutes, maintenant je dois fusionner les prix et surface, calculer le prix par mètre carré, filtrer les 24 communes de la métropole nantaise. Bref. Et me fait un tableau récapitulatif, d'accord? Vous avez ici prix des appartements par commune métropole nantaise en 2024, d'accord? Voilà, en pouls des surfaces médianes des transactions, donc pour 195 transactions, d'accord? Donc vente effectuée et validée par l'État français. Pour la commune ici, voilà, vous avez le prix qui est autour de 5 957 euros, d'accord? Donc, vous voyez bien globalement, le tableau est beaucoup plus précis et je peux aller plus loin, hein, d'accord? Il y a encore d'autres résultats ici. Je vais peut-être afficher un peu plus grand, d'accord? Ok, là, hop. Vous voyez bien? C'est beaucoup plus précis.
qu'un ChatGPT. Et puis, vous avez la source, en fait, où est-ce que les données ont été récupérées. Le DataGouv, donc l'utilisateur peut cliquer et revenir sur le fichier de demande foncière pour vérifier par lui-même, parce qu'il y a certaines personnes, évidemment, des data analystes, pour celles et ceux qui voudraient effectuer d'autres traitements de données, bah, je vous renvoie au lieu de la source pour que vous puissiez récupérer le fichier et vous-même retravailler et constater par vous-même. Alors, mais sauf que mon agent intelligent, de par l'orchestration que j'ai pu mettre en place derrière, bah, je suis capable aujourd'hui de fournir ce genre de résultats. Vous voyez? Donc, on est typiquement. Alors, donc ChatGPT nous disait quoi? Nous disait ici, on était entre 3400 pour les appartements, enfin 3400 et 3700. Ici, bon, donc vous voyez quand même qu'en termes de présentation de résultats, c'est quand même beaucoup plus précis. Alors, 3400 euros, voilà, bah, écoutez, vous voyez, pour, donc ici, au niveau des appartements, à peu près, et pour certaines communes, on est à peu près, évidemment, entre 4600 et etc. Mais le résultat est beaucoup plus précis. Et après, vous avez une recommandation d'aller au résultat, enfin, à la source de données. Voilà déjà une différence entre un ChatGPT et mon système, d'accord? Alors, pour l'instant, je vous présente juste l'interface, euh, la landing page qui est en cours de construction parce que je suis dans un modèle agentique. Et en termes de capacité, je vais beaucoup plus loin. Donc, en plus de la recherche web, bah, la recherche web, c'est tout simplement ce que vous avez vu ici, hein. Le fait de vous afficher cette source ici, DataGouv, c'est de la recherche web, mais basée sur de la donnée précise. Alors, autre chose également que je pourrais vous montrer, c'est donc ChatGPT me dit si tu veux, je peux aussi te faire une analyse très précise, commune par commune. Bah écoutez, bah, c'est ce que j'ai quasiment fait ici, hein. Les meilleurs quartiers pour investir en Nantes en 2026. D'accord? Bon, on va prendre peut-être cette question-là. Les meilleurs quartiers pour investir en Nantes en 2026. Même chose que ChatGPT va faire, c'est de la recherche web. D'accord? Lui fait sa recherche web, etc. pour me donner les résultats, etc., etc. Bon, bah, moi, regardons bien également ce que je fais. Je me fais également la même chose, tout simplement. Donc, même chose. Voulez-vous, donc, même chose ici. Donc, les prix en Nantes, Magnéto. Alors, toute la métropole, quartier par quartier, d'accord? D'accord, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si. Non, on va prendre une autre question. Oui, ok. Bah, écoutez, on va se lancer. Juste pour vous montrer, hein. Donc, on va prendre la même question ici. Les meilleurs quartiers pour investir en Nantes en 2026. Voilà, ce serait beaucoup plus précis. Voilà. Ouais. Pour montrer vraiment le contraste entre ChatGPT et mon système. Alors, pour les meilleurs quartiers, vous voyez, on va avoir la même chose. Il y a toujours alors, le temps de réflexion, d'accord, ce qui est essentiel, hein, évidemment, de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière et comment l'outil réfléchit. Mais ici, vous avez, dans cette question, ce qui se passe ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici, là. L'utilisateur qui pose sa question, le code de renvoi au modèle, bah, euh, quel outil exécuter? Et c'est le modèle, après avoir pris connaissance de l'outil en question, va renvoyer la demande au code en fait pour dire bah, il faudrait exécuter tel outil. C'est la partie orchestration qui se passe ici. Alors, moi j'ai atteint ma limite de traitement. Bon, parce que évidemment, à l'historique, ça coûte cher. Mais vous voyez, je prendrai un autre cas. Attendez, on va prendre une nouvelle, voilà, on va prendre une nouvelle session. Ce sera plus simple. Euh, donc ça, c'est la partie contexte Windows, hein, contexte Windows, hein. Donc vous avez la fenêtre de contexte qui a été dépassée. Et donc forcément, j'ai atteint la limite. Et donc j'ouvre une nouvelle session pour recommencer et vous montrer le résultat final. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc les meilleurs quartiers pour investir en Nantes en 2026. Ok. Donc, comme je disais, ce qui se passe ici, c'est que le SDK ici va prendre connaissance de ma requête, examiner l'ensemble des outils que j'ai pu mettre et me renvoyer dans le code, en fait, quel outil je devrais utiliser pour exécuter la requête de l'utilisateur. Voilà, c'est tout simplement ce qui se passe.
ici, bah, vous voyez, donc recherche de la commune en Nantes. Maintenant, je vais rechercher les données, on fait à peu près le même travail que tout à l'heure, mais sauf que dans le travail de tout à l'heure, il va faire le résumé de... donc, il retrouve les datasets à télécharger, hein. Bon, je ne vais pas télécharger, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, d'accord? Ce fichier-là, on ne va pas le télécharger, d'accord? On va fermer ça. On va voir ce qui va être produit par la suite et résumé. Donc, comme je disais, pour revenir à la partie agentique, donc l'utilisateur pose sa question, le modèle renvoie grâce à notre système prompt et messagerie et les outils documentés. On expose tout ceci au modèle Anthropic et Anthropic, justement, grâce à son infrastructure SDK, va décider quel outil appeler, quel outil je demande à être exécuté par le code du concepteur. Et c'est le résultat de ce code-là qui va être renvoyé après au modèle jusqu'à ce que la réponse finale du utilisateur soit produite. Alors, donc ici, voyons ce qu'on a. Donc, comme tout à l'heure, on a ici, vous voyez bien la différence. Maintenant, je vais chercher donc les données DVF, le fichier de demande de valeur foncière, les meilleurs quartiers pour investir en Nantes en 2026. Et bah, vous voyez, par quartier, il vous donne le profil de l'acheteur, le prix moyen, le rendement locatif, la demande locative et le potentiel d'appréciation. Très haut, reconversion urbaine, etc. Vous voyez que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant. Donc, vous voyez, là, clairement, vous avez pour chaque quartier la, enfin, la capacité ou la stratégie d'investissement à Nantes en 2026. Voilà. Voilà la différence entre ce qu'on appelle un LLM classique, qui est ChatGPT, et un agent intelligent, qui est mon système, tout simplement. Bon, alors là, je suis resté sur l'aspect, on va dire peut-être immobilier, mais on va prendre un autre aspect également que je vais vous montrer sur la plateforme ici, d'accord? Comme ça, vous puissiez voir clairement la différence en live. Alors, on va prendre cette question. Donc, déjà, la vidéo avait déjà été réalisée, hein. Donc, ici, l'utilisateur va poser une question, par exemple, basée sur la recherche, enfin, sur la perte d'emploi. OK? Donc, on va voir clairement comment est-ce que la manière d'appréhender la question n'est pas la même. D'accord? Je viens de perdre mon emploi. Donc, ça, c'est côté ChatGPT. Qu'est-ce que je dois faire? ChatGPT, une fois de plus, va produire du texte, de la recherche web, de la compilation, etc. OK? Voilà ce qu'il fait. Donc, je viens de perdre mon emploi. Qu'est-ce que je dois faire? En termes de conseils, aujourd'hui, si vous perdez votre emploi, il faudra s'inscrire au Pôle emploi, France Travail, tout le reste. Enfin, bref, dans l'accompagnement de l'administration, mon outil également va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur que les conseils fournis par ChatGPT. Donc, je viens de perdre mon emploi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez perdu votre emploi parce que vous avez démissionné de vous-même ou parce qu'on vous a licencié? C'est déjà deux approches différentes parce que si on vous a licencié, bah, quelque part, oui, vous pouvez bénéficier de l'aide, en fait, de vos aides, en fait, liées à votre licenciement. Mais si c'est vous-même qui êtes parti, bah non, vous n'avez pas d'aide, je crois, hein, mais à vérifier. Donc, l'agent intelligent vérifie tous ces aspects-là. C'est comme si demain vous vous adressez à un conseiller de France Travail qui vous accompagne, clairement. Mais sauf que là, vous avez un agent intelligent qui fait le travail à votre place. D'accord? Donc, il clarifie votre situation, vous apportez des réponses, ok? Il simule donc, il identifie côté agence France Travail les, les démarches administratives nécessaires à votre situation. Et après, va produire du texte, mais de manière orchestrée, euh, précise et selon, évidemment, la démarche française, en fait. Voilà. C'est vraiment, on est axé, comme je disais, sur
tout ce qui est processus démarche française, à partir du moment où un utilisateur va devoir faire appel aux données de la France. D'accord? Quelle que soit la démarche en France, déménagement, recherche d'emploi, conseil en divorce, par exemple, ou quel service de l'État compétent aller rechercher pour poser telle question ou avoir... En fait, c'est vraiment de l'accompagnement, mais de manière plus poussée. D'accord? C'est vraiment dans ce sens qu'il faudrait voir cet agent intelligent. Eh ben, vous voyez clairement qu'on n'est pas du tout dans la même approche, avec un plan bien décrit tout à la fin. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai montré, d'un côté, l'aspect pratique, enfin, comment derrière, j'allais dire théorie pratique, bien sûr, comment, en tant que SPIA et concepteur, comment on met sur pied un agent intelligent, la différence avec un LLM classique de type ChatGPT et la différence d'approche, c'est vraiment... Alors, il n'y a pas tel, enfin, tel est meilleur ou pas. Non, c'est plutôt la différence d'approche. ChatGPT fonctionne sur l'aspect généraliste. Donc, va vous fournir du texte de manière plus générale en fonction de votre contexte donné. Mais ici, mon contexte, c'est beaucoup plus un aspect précis sur la recherche des services en France, des services de l'État. D'accord? D'accord? À partir du moment où vous devrez interagir avec l'État français, faites vos démarches, pièce d'identité, immatriculation, etc. Enfin bref, recherchez un service de l'État et comment telle démarche en France s'effectue, quelle que soit la démarche en considération, ok, vous allez être en mesure d'utiliser cet agent intelligent qui bientôt va être déployé à un large public en production parce que justement j'ai conçu les choses de manière à ce que la donnée soit requêtée de manière plus précise. Et bah tout cela, ça demande du travail. Je vous ai pas tout montré, je ne pourrais pas en une seule vidéo, mais tout ceci, je conçois et je fais avancer ou je fais grandir le bébé grâce à Claude Code, mais à ma compréhension de comment fonctionne la boucle agentique, l'orchestration entre mon code, entre un code en fait, qui doit exécuter des outils et l'infrastructure de Anthropic. Voilà. Allez les amis, je vais m'arrêter là. Et au quotidien, si vous n'êtes pas prêt à débugger, à... donc là par exemple ici, ça c'est le serveur sur lequel je fais tourner toutes ces applications-là, le serveur web, le reg également que j'utilise. Tous ces éléments-là, ça demande une compréhension profonde des agents intelligents et, et surtout de la patience aussi. De la patience, du courage et de l'envie et de la curiosité. Tous ces éléments-là font que bah, vous devenez expert si vous vous lancez aujourd'hui dans l'usage et l'utilisation des agents intelligents. Là, je vous ai amené au cœur du système. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas uniquement montré l'aspect joujou, l'interface. Je vous montre également le back-end, ce qui se passe à l'intérieur, là où tous les jours, je suis en train de travailler. D'accord? Je crée comme ça au fur et à mesure, chaque jour, des arbres de décision et de l'enrichissement de la donnée au quotidien avec un traitement beaucoup plus profond et accru. D'accord? Ça, si vous ne comprenez pas toute cette mécanique-là et si vous n'êtes pas curieux ou patient d'aller creuser cette partie-là, vous n'allez jamais arriver à mettre sur pied ce type d'agent intelligent. Il y a énormément de travail qui est derrière et on ne se lève pas un matin, d'accord, pour mettre ce genre de- d'agent intelligent aussi facilement. Je ne vous ai pas tout montré, bien sûr, mais alors, par exemple, mon système également peut aller au-delà de la simple réponse sur des cas d'usage faciles, mais je peux également, voilà, faire en sorte que l'outil se comporte comme un chat GPT. Donc, l'utilisateur peut poser la question, comment résoudre alors, je suis en majuscule, ok. Alors, comment résoudre
une équation différentielle. Bah, comme si l'utilisateur était sur ChatGPT, hein, une équation différentielle du second degré, d'accord? Alors, ok. Bah, donc, même chose. Donc, l'outil peut se comporter également comme un assistant d'accompagnement, de vous aider dans votre compréhension quelle que soit l'utilisation. Mais en plus de ça, comme je disais, le cœur du métier, c'est vraiment l'aspect de l'expertise au cœur de la donnée française. D'accord? J'ai vraiment voulu que ce soit dans ce sens-là. L'analyse aussi des documents. Enfin bref, vous voyez, enfin, ce que vous pouvez poser à ChatGPT. OK? Comment vous expliquer la méthode de résolution et tout le reste. Enfin bref. Donc, pour finir, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis merci de m'avoir suivi. D'accord? Et restez concentrés. Sachez que voilà le quotidien de quelqu'un qui travaille avec l'IA, enfin qui travaille dans une méthodologie beaucoup plus avancée et plus profonde de la mise sur pied des agents intelligents. D'accord? Il y a toute la partie aussi d'orchestration, de back-end, de variables et tout le reste. Ça, c'est de la configuration bête et méchante, mais ça demande énormément de travail. Voilà, bon, je vais pas cliquer ici, hein, voilà, je vais pas montrer en clé mes mots de passe et tout le reste. Enfin bref. Voyez les amis, vous voyez bien que là ici, en termes de variables d'environnement, vous voyez, il y a du anthropique, il y a de l'authentification, il y a des bases de données, il y a évidemment des bases de données vectorielles, d'accord? Il y a du Google, il y a des bases de données côté l'INSEE, et bref, énormément encore d'autres variables derrière. Toute la partie de déploiement également, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Alors, comment répliquer des serveurs, comment répliquer des bases de données, comment fournir une base de données plus performante, etc., etc. Ça, c'est du travail supplémentaire. OK? Merci, à la prochaine, je vous dis au revoir.